interview, aujourd'hui, je reçois Christophe de Beukelaar, bonjour. Bonjour. Député bruxellois CDH, fraîchement élu le 26 mai. Et échevin à Woluwe-Saint-Pierre, mais là, vous êtes sur le point de démissionner, c'est ça? Ah oui, j'ai déjà rentré ma lettre de démission. Et donc, c'est au conseil communal de ce soir, à 20h, que je ferai mes adieux, en tout cas à mon mandat d'échevin, puisque je reste bien entendu conseiller communal, le mandat pour lequel j'ai été élu. Et je continuerai à être un relais actif de l'évolution pétrusien à la région. Et vous ne regrettez pas ce décumul? Ça n'aurait pas été plus simple d'être à la fois échevin et député, comme pas mal de vos prédécesseurs l'ont fait? Ah bah évidemment, parfois l'ego aimerait bien être partout et faire tout à la fois. Moi je suis un convaincu du décumul. Je pense que vraiment ça a plus de sens d'avoir des échevins qui se concentrent pleinement à leur tâche et des députés qui se concentrent pleinement à leur tâche. Aussi parce qu'il y a un peu un problème de contrôleur-contrôlé, puisqu'on est la tutelle de soi-même, puisque la région est la tutelle des communes. Et donc je pense que ça a vraiment un sens, ce décumul. Et voilà, je suis très content. Je l'ai dit avant l'élection, je le respecte après. Et donc ce soir, premier conseil communal après les élections, eh bien, je remets ma démission. Alors, vous êtes député CDH, mais pas de groupe parlementaire pour le CDH. Alors, c'est inconfortable. Vous avez un bureau au Parlement bruxellois? Eh bien, figurez-vous que non, on n'a même pas droit à un bureau quand on n'est pas un groupe au niveau du Parlement bruxellois. Et donc là, il y a vraiment un souci. Je pense qu'on doit maintenant passer les postures politiques et préélectorales et simplement essayer de trouver un mode vivendi pour que tout le monde puisse travailler. Même les huissiers, les employés de l'administration du Parlement nous disent, écoutez, c'est incroyable, il faut quand même qu'on vous trouve une solution pour que vous puissiez au moins travailler. On est quand même là pour travailler pendant 6 ans et donc on nous demande 5 ans et on demande simplement d'avoir les moyens pour le faire. Donc vous avez juste accès à la salle plénière en fait, voilà, exact. Mais rien d'autre. Rien d'autre. Voilà, on peut même pas de photocopie, vous voyez. Donc vraiment, il va falloir. C'est le règne de la débrouille. Alors je suis très débrouillard, j'ai fait les scouts, mais ce serait quand même bien qu'on ait un peu de moyens pour fonctionner correctement. Alors vous occupiez des jeunes CDH. C'est encore le cas? Vous continuez pareil, donc décumul complet. Tout à fait. Je quitte. On a lancé la procédure électorale et le 30 août de cet été, il y aura des élections pour élire le nouveau ou la nouvelle présidente des jeunes CDH. Alors évidemment, en étant président CDH, des jeunes CDH jusque fin août, comme vous le dites, on est au centre de la refondation du CDH, de toute la réflexion autour du président. Vous avez vu l'étude Cevipol de l'ULB qui était publiée dans les journaux ce matin, qui disait un peu où les gens allaient. Et surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'était les nouveaux votants, les primo-votants. Ils ne votent pas CDH, les primo-votants. Est-ce que là, il y a un effort à faire? Eh bien, évidemment, il y a un effort à faire. Sinon, on n'en serait pas là. Sinon, on n'aurait pas choisi l'opposition. Sinon, on n'en serait pas au score qu'on a pour le moment. Donc, il y a un vrai travail d'introspection à faire. C'est ce qu'on va s'employer à faire pendant les 2 ans qui viennent. Maxime Prévost a annoncé une période de 2 ans. Moi, je reçois beaucoup de messages d'encouragement, beaucoup de gens qui me disent, j'ai envie de participer à cette refondation parce qu'on sent bien qu'il y a un éparpillement des voix, qu'on ne sait plus très bien, les partis traditionnels ne convainquent plus. Et donc, on doit essayer de renouveler l'offre politique. Et moi, je suis très heureux d'être dans un parti qui va être à la pointe de ça. Oui, mais renouveler, c'est très vague, parce que renouveler, ça peut être un nouveau parti avec un nouveau nom, ça peut s'allier avec d'autres partis. On ne voit pas très clair aujourd'hui vers où ça peut aller. Non, vous voyez plus clair, vous? On a voté il y a 3 semaines, donc il faut nous laisser... Il y a un mois maintenant. Il y a un mois, c'est juste. Il y a un mois maintenant. Il faut nous laisser un peu de temps. Je pense qu'on va prendre l'été pour bien mûrir la méthode qui va s'ouvrir très largement, en effet, aussi à la société civile. On va pouvoir mobiliser les troupes là autour de ce projet, mais ça va prendre un peu de temps et qu'on n'y voit pas clair encore aujourd'hui, maintenant. Moi, j'ai quelques idées, on a discussion en interne, mais je ne vais pas tout vous dévoiler. Ce sera après l'été qu'on viendra avec un plan d'action. Mais changer de nom, ça peut être une des solutions pour vous? Je pense qu'il ne doit pas y avoir de tabou, en effet. Il ne doit pas y avoir de tabou. Maintenant, ce n'est pas une obsession de changer de nom. Pour moi, c'est d'abord le projet, c'est la méthode. On va vraiment avoir un long processus. Et puis, si ça doit aboutir à un changement de nom, peut-être. Alors, les questions qui fâchent un peu. Dimitri Fourny, qui a perdu deuxième élection mayorale à Neuchâtel, veut quand même faire un recours. Qu'est-ce que vous lui dites? Je vous propose trois éléments que vous pourriez lui dire. C'est 1, Dimitri, il faut tourner la page. Dimitri, je soutiens ton combat, ou Dimitri, je me tais.
Dimitri, je me tais, parce que honnêtement, je pense que moi je soutiens une personne que j'ai appris à connaître au sein du CDH et qui est d'une grande qualité. Alors je ne suis pas dans tous les dossiers qui le concernent, je n'habite pas Neuchâteau et ce n'est pas à moi de juger la façon dont il gère toute cette histoire. Entre-temps, je constate quand même qu'il a fait le premier score à Neuchâteau et donc c'est quand même pas rien vu la tempête médiatique qu'il a vécue. Mais il n'a pas la majorité. Il n'a pas la majorité. Ouais. Alors, quand vous voyez ce qui se passe au niveau des négociations pour former 5 gouvernements dans le pays, est-ce que vous ne regrettez pas de vous être mis immédiatement hors jeu de tout cela ? Bien, non, je pense que le signal était clair et je suis quand même très fier d'appartenir à un parti qui a pu, à un moment donné, se poser, regarder le résultat de manière sobre, de manière tout à fait neutre et puis prendre les constats. C'est-à-dire que le lendemain d'élection, on a tout le temps, les citoyens en ont marre d'entendre que tout le monde a gagné à tous les niveaux de pouvoir. Eh bien, nous, on a assumé notre défaite et on propose un autre modèle, c'est-à-dire qu'on va faire une refonte de notre parti depuis l'opposition. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, vous trouvez que MR et PS, qui ont perdu aussi beaucoup de leur électorat, auraient dû aussi se mettre dans l'opposition ? C'est pas à moi de juger ce que doit faire les MR et le PS, je ne suis pas dans leur bureau politique. Ce que je constate, c'est qu'entre-temps, l'électeur leur a encore donné beaucoup plus de poids qu'à nous. Et donc malgré tout. Ouais. Et donc il est logique qu'ils prennent un rôle prépondérant dans les années à venir. Est-ce que cette manière quand même de se mettre hors jeu très très vite, c'est pas une manière aussi de se faire prier au bout du compte, un peu retenez-moi ou je vais dans l'opposition ? Absolument Parce qu'on voit que quand même, ces gouvernements minoritaires dont on parle un peu partout, ils ont besoin du CDH. Ils n'ont pas besoin du CDH. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des partis qui ont l'air de ne pas oser assumer leur victoire. Et à un moment donné, en Wallonie et à Bruxelles, les grands partis, PS, MR, Écolo, ils savent faire des majorités tout à fait sans nous. Donc c'est un peu facile maintenant, après nous avoir tapé dessus, et puis avoir le score électoral qu'on a fait, venir nous dire maintenant c'est vous qui êtes indispensable. Non, c'est pas ça la logique. Et donc je pense que on ne tient pas cette position pour se faire supplier. La discussion hier en bureau politique a été très clair. On est dans l'opposition partout et pour 5 ans. Par contre, on a toujours dit qu'on serait constructif sur des projets précis, que ce soit sur le climat, sur la mobilité, sur une réforme de l'État qui serait absolument nécessaire pour la survie du pays. Eh bien, le CDH sera là depuis l'opposition au rendez-vous. Bon, il y a quand même un peu de tangage, parce que des anciens députés, et même un député fédéral CDH, Josie Arens, ça c'était dans la dernière heure de ce matin, indique qu'il faudrait peut-être participer à un gouvernement avec un solide programme climatique, qu'il faudrait vraiment participer au gouvernement, pas seulement voter quelques textes. Donc ça veut dire que ce n'est pas si clair. Il y a quand même des voix dissonantes. Évidemment, dans un bureau politique où on est quelques dizaines, vous avez toujours bien l'une ou l'autre expression qui est un peu différente. Entre-temps, il y a une très large, une écrasante majorité du bureau politique qui a renouvelé sa confiance hier à la décision de l'opposition. Et donc Josie Arens peut avoir ces expressions. Je regrette qu'il le fasse dans la presse. Il peut très bien. On a eu la discussion franche hier et je pense que le débat s'arrête là. Benoît Drèze aussi a eu son expression. Mais la toute grande majorité du bureau politique reste derrière cette décision et on ne va pas changer dans 1 mois, dans 2 mois, ni dans 1 an quand on viendra encore nous supplier. Non, la décision elle est claire. Elle est, je pense, fondée. Et on verra que ça permettra d'oxygéner la démocratie, le choix qu'on est en train de faire. Alors, il y en a d'autres qui pensent oxygéner la démocratie, c'est les écologistes et le PS, en impliquant la société civile. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'impliquer la société civile dans l'écriture d'un programme politique ? Et évidemment que c'est une bonne idée et ça a toujours été fait. Je ne sais pas si vous êtes plus capable que quelqu'un d'autre de m'expliquer un peu ce que ça veut dire de faire un gouvernement minoritaire sur base de la société civile et puis quand même qui a besoin d'une majorité au Parlement à un moment donné. Moi, je ne m'en sors plus et je pense que c'est surtout une grande parade pour un peu théâtraliser les négociations pour le moment. Je n'y crois pas. C'est de la communication pure, en fait. Tous les analystes politiques, vous lisez les journaux, s'en rendent bien compte. On est en train de faire des grands détours parce qu'il y a des partis qui n'osent pas. La grande question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est que les partis qui ont gagné les élections, sur base de souvent des invectives à droite et à gauche, sur base d'une polarisation aussi du débat public, est-ce qu'ils sont capables maintenant de rassembler autour d'un projet fédérateur et est-ce qu'ils sont capables de créer un projet qui soit à la hauteur des défis de notre société aujourd'hui ? Ça, c'est la grande question. Et je pense que tout ce qu'on voit
du nord au sud comme au fédéral, comme à Bruxelles. Je pense que c'est surtout des grandes manœuvres parce qu'on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à rassembler. Ah mais ça, il fallait faire aussi, préparer un peu la deuxième vague. Mais vous êtes scout de formation, donc est-ce que les scouts, ça fait partie de la société civile? Mais évidemment, et alors dans tous les accords de gouvernement ont souvent été, enfin, je pense pour la grande majorité... Écrits par les scouts. Ont été écrits par les scouts, non. En tout cas, tous les acteurs de la société civile ont été consultés. D'ailleurs, nous, on l'a déjà fait pour notre programme électoral. On a consulté très largement la société civile pour nourrir notre programme électoral. Et donc, dans un deuxième temps, que maintenant, même les formateurs royaux, je pense, rencontrent toute une série de personnes de la société civile pour nourrir l'action politique. Et ça, c'est très sain. Maintenant, aller dire qu'il suffira de faire ça pour ensuite... d'un coup, qu'il y ait une majorité qui se dégage au Parlement wallon pour soutenir un gouvernement, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais voilà. Alors, est-ce que les politiques risquent-ils de se faire confisquer leur pouvoir par la société civile? Certains parlent même, je pense à Marcel Sel, ils parlent d'un putsch. Hein, bon, le mot est fort, mais d'un putsch où on essaye par la société civile d'obtenir des choses qu'on n'obtient peut-être pas par une majorité. Je pense que c'est le symptôme d'un système politique qui ne fonctionne plus tout à fait bien. Et ça, moi, je l'ai porté pendant toute la campagne électorale. La simplification de nos institutions, la suppression de certaines institutions trop nombreuses, la diminution de la taille des cabinets ministériels, la diminution du nombre de parlementaires. On tergiverse trop là-dessus. Je pense que si, voilà, on ne va pas assez loin. Et je suis curieux de voir maintenant, est-ce que dans les accords de gouvernement, parce que j'ai entendu beaucoup de belles promesses avant les élections, est-ce que maintenant tout ça va être respecté? Est-ce qu'on va aller un pas plus loin? Et ça permettra de redonner du sens à l'action politique et de redonner la confiance, la démocratie, et donc aussi un meilleur lien entre cette société civile et le monde politique, mais qui garde évidemment chacun leur spécificité. C'est pas un patron d'une ONG, d'une entreprise, d'une association à venir diriger le monde politique. Par contre, il faut avoir un sain dialogue pour que on ne travaille pas dans des bulles fermées, ça ne fonctionne jamais. Alors, vous avez vu, à Bruxelles, l'Open VLD essaye de gagner du temps, il a gagné une semaine, là, par rapport à la formation du gouvernement, surtout pour pousser à ce que le MR soit dans le gouvernement. Alors, vu de votre balcon CDH. Alors, bon, je parlais de théâtralisation du débat public, on en est en plein dedans. Guy Van Engel et Rudy Vervoort se connaissent depuis très très longtemps. On fait liste ensemble à Evere. Enfin, on sait très bien qu'il y avait un accord préélectoral entre le PS, Écolo et Défi depuis longtemps. Donc tout ça, on gagne du temps tout simplement pour voilà, mettre un peu théâtraliser un peu les choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'on va vers un gouvernement clairement de la très gauche, hein, comme a dit Loreton Collings, le plus à gauche possible, avec le soutien de l'Open VLD du côté flamand. C'est très particulier, mais entre-temps, c'est comme ça que ça va se passer. Et les événements qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement gagner quelques jours pour calmer le partenaire MR. Je comprends qui doit sans doute être un peu fâché d'être ostracisé comme ça, tant en Wallonie qu'à Bruxelles, mis dans un coin, à ce point-là. Et donc, je pense que dans les jours à venir, on va aboutir. Et la Belgique est encore gouvernable ? Ah, ça, c'est une bonne question. Et je crois que la question que je posais tout à l'heure, tous ceux qui ont polarisé le débat très fort pendant la campagne électorale se retrouvent maintenant avec un pays fracturé, divisé. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Franchement, j'ai pas de réponse. Et on voit bien que les négociations au niveau fédéral, dirigées par les formateurs royaux, pour l'instant, c'est très silencieux. Oui. Parce que je pense que personne ne voit encore très bien le bout du tunnel. Merci Christophe de Beuckelaar. On se retrouve demain avec une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.